Bonjour à tous, une grande table 2 en 1 aujourd'hui avec notre grand invité, l'écrivaine Leila Slimani. Notre Madame Francophonie préside actuellement le jury documentaire du Festival du film international sur les droits humains, dont la 17e édition se déroule à Genève jusqu'au 17 mars. Ensemble, à partir de 12h55, nous parlerons droits de l'homme avec un grand H et droits des femmes avec un grand F aussi. Crise des migrants ou encore écriture et langue française à la veille de l'ouverture du Salon du Livre Paris. Mais d'abord, son roman Chanson douce, prix Goncourt 2016, passe sur scène, adapté par la metteur en scène Pauline Bale pour la Comédie Française. Première ce soir, à voir jusqu'au 28 avril. La force dramatique et l'universalité de ce texte en question. Leila Slimani et Pauline Bale sont nos invités jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Myriam décide de retravailler, besoin de souffler, besoin de se sentir libre. Avec son mari, elle cherche une nourrice pour s'occuper de ses 2 enfants en bas âge. La rencontre avec Louise impose l'évidence, un c'est-elle vite confirmé. Louise est une perle. Bonjour. Où sont les enfants? Il m'a semblé les apercevoir et ils ont disparu. On est là. Vous êtes où? Ici. Mais où? Je ne vous vois pas. Si, regarde, on est là. C'est bizarre. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Vous êtes là? Non. Alors, par ici. Non. Bon, je chauffe ou je refroidis? Tu refroidis. Et ici? Tu chauffes? Là? Oui, tu chauffes. Ah, vous êtes là! Bonjour, Adam. Mais non, moi c'est Mila. C'est moi, Adam. Ah, pardon. La rencontre de Louise avec Mila et Adam. Notre nounou est une fée, une perle, jusqu'au drame. L'infanticide annoncé dès les premières pages du roman, dès les premières minutes de la pièce. Bonjour Leila Slimani. Bonjour. Et bonjour à vous Pauline Bale. Bonjour. Qu'attend-on d'un texte, qu'attend-on d'une pièce quand la fin, on la connaît dès les premières secondes, est inéluctable, Pauline Bale? Moi, je crois que c'est ce qui fait souvent les tragédies, c'est que les grandes tragédies, c'est que la fin est inéluctable et c'est pas tant l'issue qui nous intéresse, mais la manière dont on s'achemine vers cette issue. Et c'est ça qui me passionne d'un point de vue théâtral. C'est ce processus-là à l'œuvre et que concrètement, on voit sur le plateau comment il advient étape par étape et qu'on refasse le chemin jusqu'à l'issue. L'issue en elle-même, moi, elle m'intéresse pas plus que ça. Elle est là, mais c'est le chemin qui m'intéresse. Pareil pour vous, Leila Slimani, c'est de rembobiner le fil, de comprendre. Moi, souvent, on m'a demandé pourquoi j'avais fait le choix de commencer par la fin. Et en réalité, ce choix ne m'a jamais paru très original. J'ai toujours eu le sentiment qu'au contraire, c'était un choix assez classique. Comme vient de le dire Pauline, les grandes tragédies sont des tragédies justement parce qu'il y a ce destin, cette fatalité qui s'abat sur les personnages, qu'on sait que ça va mal se finir. Mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est de traverser effectivement leur existence et puis d'interroger même de manière assez profonde la question de la condition humaine, parce que la condition humaine, elle est fatale. On connaît la fin avant le début, on sait très bien comment tout cela va se terminer, donc en réalité ça n'est pas très original de commencer par la fin. Ça se termine quand même pas toujours d'une manière aussi Oui. violente, on va dire, voire atroce. Évidemment, Non oui. Bon, il y avait quand même aussi l'envie de déconstruire, de raconter la fabrique du mal, la fabrique d'un monstre, entre mille guillemets, comme on pourrait le dire aujourd'hui, puisque cette nounou, Louise, après être arrivée dans cette famille, après être adoptée par ses enfants et par ce couple, tel qu'il l'entend en tout cas, va finir par tuer les enfants, les 2 jeunes enfants de ce couple. Qu'est-ce que Chanson douce nous révèle de ces mécanismes, Leila Slimani ? Je crois que la grande contrainte de l'écriture de ce livre, c'était la question du quotidien. Moi, je voulais raconter l'espace domestique et je voulais essayer de montrer que l'espace domestique n'était pas, contrairement à ce qu'on imagine, un refuge, un espace de douceur, de paix ou de tendresse. Je voulais montrer que l'espace domestique était un espace politique, un espace de guerre, un espace de violence, un espace de domination, que ce soit entre le
père et la mère, entre l'homme et la femme, entre les adultes et les enfants, entre les employés et les domestiques. Donc ce sont toutes ces relations de pouvoir que je voulais mettre un peu en avant, et je voulais montrer voilà toute la violence qui existe là-dedans. Et l'étranger quel qu'il soit, de par sa nationalité, sa classe sociale, ou parce qu'il est simplement étranger au cercle familial, qui entre dans l'intime, va à la fois révéler des choses sur cette intimité-là et en même temps perturber toutes les règles et la façon dont ce cercle intime avait l'habitude de vivre. Donc c'est aussi cette perturbation qui m'intéressait. Comment on accueille l'autre? Comment est-ce que l'autre nous dérange? Comment est-ce qu'on est incapable de permettre à l'autre d'appartenir finalement à notre cercle, à notre monde? Donc c'était ces mécanismes aussi de rejet et d'acceptation que je voulais essayer d'explorer. Et pour mettre en scène ces mécanismes de rejet, d'acceptation, cette violence aussi dans le couple, dans le rapport des parents avec leurs enfants, de leur rapport aussi du couple avec la nounou et des enfants avec elle. 3 comédiens suffisaient, Pauline Bale? Oui, je crois qu'il suffisait. C'est vraiment un choix de ma part de travailler avec seulement 3 comédiens, notamment pour raconter la fusion en fait qui va s'opérer entre le corps de la famille, qui est une entité, qui est réglée par une mécanique, comme vient de le décrire Leila, très qui a son harmonie propre, ses équilibres, et qui va être déséquilibrée d'abord en bien par l'arrivée de Louise. Et donc j'ai vraiment pensé la distribution et les équilibres entre les partitions de chaque acteur comme vraiment une manière de raconter ce processus de fusion, et qui va aller jusqu'à quelque chose de très très fort qui dépasse le cadre d'une employée qu'une employée peut entretenir avec ses employeurs, et la dislocation progressive de ces 2 corps qui vont redevenir des étrangers l'un à l'autre, avec évidemment ce mouvement final d'arrachement. Mais ouais, je crois que le huis clos rendu par les 3 acteurs permettait pas mal de raconter ce qui est à l'œuvre dans le roman. Et alors Anna Cervinka joue à la fois la mère, Myriam, mais aussi le fils, Adam, et le père, Sébastien Poudroux, joue aussi la fille aînée, Mila. Florence Viola, elle, joue principalement le rôle de Louise, la nourrice. Pauline Bale, après l'Iliade et l'Odyssée, vous adaptez à nouveau un texte qui n'a pas été écrit pour la scène, à moins que Leila Slimani, mais après les épopées homériques, vous avez opté cette fois pour un drame domestique, très court, dense, condensé. Vous aviez envie de changer d'échelle ? Exactement, je ne pourrais pas mieux le dire. J'avais besoin de changer d'échelle en fait après le cadre surhumain de l'Iliade et l'Odyssée, où l'homme est placé dans des contextes extraordinaires, un contexte de guerre pour l'Iliade et celui du vaste monde pour l'Odyssée, où Ulysse tente de rentrer chez lui. J'avais envie de m'intéresser à la vie quotidienne, et de voir comment est-ce que dans cette vie quotidienne, comment elle peut être le creuset de tragédies tout aussi grandes que dans l'Iliade et l'Odyssée, mais comment cette mécanique se noue au fil de nos vies contemporaines et dans la vie domestique. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Leila tout à l'heure sur la violence qui se noue dans nos vies sans même qu'on le perçoive derrière des choses un peu légères. En fait, il y a de la violence politique, des rapports de classe entre l'homme et la femme, les adultes, les enfants, la sauvagerie par rapport au monde civilisé. Et ça, c'est dans un cadre très intime. Et j'avais envie de voir comment est-ce que théâtralement on pouvait raconter cette intimité-là et cette violence qui prend sa source dans l'intimité. Est-ce que pour autant, de l'épopée au drame domestique, ça réclame moins de souffle ? Ou est-ce que c'est juste une gestion, une autre gestion du souffle? Mais je le vis pas du tout comme un drame domestique, chanson douce. Vraiment, je le vis comme une tragédie grecque. Il y a un absolu. Derrière l'infanticide, de toute manière, il y a un absolu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était pas du tout traité comme un fait divers. C'était vraiment la portée immense qui me dépassait complètement, et le mystère. Et je crois que je n'ai jamais essayé d'élucider ce mystère-là dans mon travail d'adaptation et de mise en scène. Donc, changement d'échelle, mais pas changement complet de registre à travers cette nouvelle adaptation, Leila Slimani. Est-ce que dans cette figure de Louise, la nourrice, vous retrouvez aussi, est-ce que vous l'avez pensé comme telle, presque un archétype des grandes figures féminines tragiques
dans le sacrifice des enfants aussi, comme Iphigénie, Médée, par l'infanticide, mais aussi à travers cette figure de la nourrice. Je pense que j'ai été inconsciemment influencée par ça. Ça n'a pas, enfin, je ne me le suis jamais formulé pendant l'écriture du livre, mais c'est vrai que j'ai dû être inconsciemment influencée par ça. Et puis j'avais envie de donner à cette nourrice une certaine grandeur. Je ne voulais pas que ce soit effectivement traité comme un fait divers et que cette femme soit ramenée à quelque chose de trivial, de prosaïque. Je voulais lui donner, voilà, effectivement une ampleur d'héroïne, et je n'avais pas peur du fait que, même si elle commettait un acte monstrueux, on allait me dire: ah mais comment vous pouvez héroïser quelqu'un qui est un monstre? Et moi, ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Oui, je crois qu'il y a une forme d'héroïsme tragique, enfin quelque chose à la fois d'atroce, mais dans cette atrocité, il y a une grandeur que j'avais pas peur d'explorer et que j'avais pas peur de mettre en avant à travers l'écriture. C'est surtout dans la façon de l'écrire, je crois, qu'elle prend cette ampleur-là. Oui, c'est vraiment un procédé narratif. Il y a d'autres héroïnes littéraires qui vous ont inspiré, Pauline Beyle? Oui, La félicité de Un cœur simple m'a vraiment. C'est une nouvelle que j'ai lue quand j'étais adolescente qui m'a bouleversée vraiment. Peut-être un des textes de Flaubert qui m'a le plus impactée. Et ce qui me passionne, ce qui m'a tout de suite passionnée chez Louise, ce qui m'a happée en fait, qui m'a attirée, c'est cette espèce de dualité qui l'habite, où elle est à la fois la félicité d'un cœur simple, donc une servante dévouée corps et âme pour ses emplois, les gens pour qui elle travaille, et en même temps, Médée, c'est le premier infanticide de la littérature, et c'est une mère. Et moi, ce que je me suis demandé à un moment, finalement, c'est est-ce que, en tuant les enfants, Louise ne se substitue pas à la mère, opérant ainsi une sorte de climax dans la fusion qui s'est amorcée depuis le début du roman. Et du coup, ça, à la fois la figure de Médée et celle de Félicité, oui, m'ont beaucoup accompagnée et nourrie, parce qu'en plus, elle préexistait à la lecture de Chansons douces, donc oui. On part retrouver Florence Viala sur scène. Ils vont s'arrêter dans quelques instants, me dire au revoir et faire semblant d'avoir sommeil. Oh, je voudrais qu'ils restent, m'accrocher à eux et rester à leur côté. Je les mettrai sous cloche, comme deux danseurs dans une boîte à musique. Je les regarderai pendant des heures sans jamais me lasser. Ils vivraient et moi j'agirais dans l'ombre pour que tout soit parfait. Leur bonheur, leur joie serait la mienne. Je serais à eux et ils seraient à moi. Parlez bien. On entend la fusion qui s'est opérée, l'implication, l'engagement de cette femme aussi dans cette famille. Les parents, comment les décrire? Ils ont été et ils sont polis, accueillants, plutôt encourageants. Ils aiment leur nounou. Ils n'arrêtent pas d'ailleurs de le répéter. On aimerait bien la leur voler. On rêverait tous d'avoir cette nounou idéale, cette Mary Poppins, comme vous le racontez, Pauline Beyle. Mais à côté de quoi ils sont passés? Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité inconsciente dans le drame qui va se nouer, Leïla Slimani? Ah, ça, je suis incapable de vous répondre. Je trouve que d'ailleurs, c'est même une question assez cruelle, qui se pose peut-être, mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas... Qu'ils se posent eux-mêmes par leur culpabilité. Hein. Mais que moi, je ne pouvais pas me poser en tant qu'écrivain et à laquelle j'avais pas envie de répondre. Je pense que ce sont, comme vous le disiez, des gens bien. Ce sont des gens qui essayent de faire de leur mieux pour que cette relation se passe bien, pour respecter cette femme, pour être de bons employeurs comme ils imaginent l'être. Mais moi, quand j'écrivais le livre, j'étais tout le temps hantée par cette question: mais qu'est-ce que c'est que bien faire? Dans ce type de relation, comment on fait pour faire bien? Comment on fait pour ne pas faire d'erreur? Il y a des relations comme ça, c'est comme la relation qu'on a avec ses enfants d'ailleurs, comme la relation qu'on a avec certaines personnes qui touchent à l'intime, où on sait que même si on a la volonté de faire bien, on fera des erreurs. Et des erreurs sans doute graves, qui auront des conséquences. Avec ses propres enfants, parfois on a des comportements où on se dit après, mais pourquoi j'ai fait quelque chose comme ça? C'est terrible. Et voilà, dans cette relation, on est condamné d'une certaine façon à faire des erreurs parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation parfaite. Forcément, on se vexe, on ne se comprend pas, on s'humilie sans le vouloir, on se met dans des états de nervosité l'un et l'autre parce qu'on utilise le pouvoir qu'on a l'un sur l'autre. Donc voilà, cette question de comment on fait pour
bien se comporter, pour bien faire, et tout au long du livre, je crois. Est-ce pour autant, Chanson douce, un texte ou une pièce qui invite à se méfier de son prochain ? Non, pas du tout. Enfin, je crois pas, j'espère pas. C'est vrai que c'était un des malentendus possibles et que ça m'est arrivé dans des rencontres avec le public, que des gens me disent ça. Alors, c'était drôle au Brésil. Une fois, une femme a levé la main en disant « Oh là là, j'ai tellement aimé votre livre, vous avez raison, je déteste les nounous. » Et moi, j'en ai engagé 24, pires les unes que les autres. Alors, j'ai essayé pendant ensuite une demi-heure de lui expliquer que c'était pas du tout mon propos. Non, mais c'est plutôt le fait... La question, c'est plutôt... Est-ce que c'est possible de connaître quelqu'un ? Est-ce que parce qu'on partage l'intimité avec quelqu'un, pour autant, on va le saisir, le comprendre, ne pas être surpris par lui ? Moi, je crois que même les gens avec qui on vit, même nos enfants, même les gens avec qui on peut partager 20, 25 ans, 30 ans d'une vie, peuvent toujours nous surprendre, qu'en réalité, on ne connaît jamais l'autre. Ce que je voulais raconter, c'est le fait que l'intimité peut au contraire nous aveugler. Et la scène peut aussi nous permettre de révéler, de faire tomber certains masques, c'est-à-dire d'aller voir au-delà des apparences, apprendre à connaître la personne qui est en face de nous. Avec nous jusqu'à 12h30, l'écrivaine romancière Leila Slimani, auteure de Chansons douces, prix Goncourt en 2016, adaptée aujourd'hui sur la scène du studio de la Comédie Française. À voir, ça commence ce soir, que dis-je ? Et c'est à voir jusqu'au 28 avril. France Culture, il est 12h17. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Comment s'est faite la rencontre entre la romancière et la metteur en scène ? Comment s'est faite la rencontre entre vous deux ? Est-ce que vous connaissiez déjà le travail, Leila Slimani, de Pauline Bale ? Alors, j'avais lu des articles, j'avais entendu parler du travail de Pauline, mais je n'avais malheureusement jamais vu son travail sur scène. Et puis un jour, elle m'a contactée. Nous nous sommes retrouvés dans le magnifique bureau d'Éric Ruff à la Comédie Française, avec cette vue magnifique sur la place Colette. On a parlé, et puis très très rapidement, les choses se sont faites de manière très naturelle, parce que j'ai vu qu'elle aimait ce texte vraiment très très sincèrement, que ça lui parlait. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais justement j'aime bien ce mystère-là, donc j'étais très très heureuse qu'elle s'en saisisse. Là, on garde le mystère, ou on peut le révéler un peu ? Pourquoi ce texte vous a parlé plus qu'un autre, Pauline Bale ? Je crois que d'abord j'ai eu un choc de lectrice, simplement de lectrice, parce que voilà, juste le livre en tant que lui-même m'a vraiment été de l'ordre de la sidération un petit peu. Et puis après, très rapidement, au fil de la lecture, oui, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à l'œuvre de très théâtral, et le besoin, mais c'est plus qu'une envie. Enfin, je me suis vraiment dit qu'il fallait l'adapter sur scène, que je devais le faire, mais peut-être que d'autres gens le font beaucoup mieux que moi, enfin voilà, mais qu'il y avait quelque chose qui résonnait en moi suffisamment fort intimement, et à la fois aussi je pressentais. Mais ça, c'est très mystérieux. Quand des livres qu'on a envie d'adapter sur scène, moi, j'essaie de suivre une forme d'instinct où je sens derrière les mots une énergie vitale. Voilà, par exemple, l'exemple d'un cœur simple, c'est de Flaubert, c'est un très bon exemple. C'est un livre une nouvelle que j'adore, que je rêverais d'adapter, mais pour aujourd'hui, là, j'en serais bien incapable. Je ne saurais pas du tout comment m'emparer de l'écriture de Flaubert. Bon, il se trouve que quand j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, ou quand j'ai lu Leila Slimani, là, il y a quelque chose qui se passe à la lecture, où j'ai l'impression que derrière ces mots, il y a de l'énergie, en fait. Et pourtant, on aurait tendance à penser qu'il est peut-être parfois plus simple d'adapter les textes d'un auteur mort comme Flaubert que d'un auteur vivant comme Leila Slimani. Non, loin de là. On va écouter les mots d'un autre metteur en scène. C'est Jean Bellorini qui, lui, alors est un metteur en scène qui a pris pour bonne habitude d'adapter des grands textes de grands auteurs comme Les Misérables de Victor Hugo, ou récemment À la recherche du temps perdu de Proust, dont il a fait un instant. Jean Bellorini. Tous les spectacles finalement que j'ai fait, j'ai toujours eu extrêmement peur. C'est en même temps le pari. Quand je me disais que j'allais adapter Rabelais ou Victor Hugo ou Dostoïevski, ça paraît complètement impossible. L'idée est de se dire qu'au théâtre, un metteur en scène n'est pas un pédagogue, n'est pas un savant. Il est le plus sensible possible, et il essaye de transmettre quelque chose à des gens pour qui c'est connu et d'autres pour qui c'est totalement inconnu. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se crée
ce soir, là où le spectacle joue, cet instant, on s'invente chacun d'autres souvenirs qui refondent quelque chose de commun. C'est impossible au théâtre de vraiment recevoir ce qu'on sent à la lecture. Et en même temps, je suis de ceux qui disent profondément que j'aime le théâtre quand il a l'intimité de la lecture, c'est-à-dire quand on se sent concerné et presque seul face à un spectacle. C'est cet équilibre entre cette aventure partagée et cette aventure solitaire que peut être la lecture. Voilà, une aventure partagée et solitaire, Pauline Bell. Est-ce qu'il y a eu aussi un peu de ce sentiment de peur dans l'adaptation, peur de la trahison, peur de ne pas tout à fait correspondre ou interpréter de la même manière ce que Leila Slimani avait pu imaginer pour le roman, ou au contraire, elle vous avait laissé carte blanche et vous avez pris vos aises? Oui. Alors non, il y a eu de la peur, mais pas du tout de cet ordre-là. Évidemment, il y a la peur de pas réussir à trouver comment exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Donc ça, c'est inhérent à toute création. En revanche, je ne l'aurais pas fait si je m'étais pas sentie très très libre et à l'égard dans l'adaptation. Et je suis bien incapable de savoir ce que Leila a mis dans son roman, et je me garderais bien d'avoir un jugement là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre, et de partir de ça et de le transformer en une œuvre théâtrale, donc qui n'est pas un roman. Et donc j'imagine que c'est pas du tout fidèle, à ce que Leila Slimani a pu mettre comme intention au départ, mais c'est pas l'objet. En fait, je suis pas là pour restituer les intentions de départ. En fait, moi, je prends l'œuvre telle elle existe, et ensuite j'en fais quelque chose d'autre. Et puis cette passation-là, elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup de ne pas savoir ce qui était à l'œuvre quand je ne sais pas du tout ce que Homère pensait quand il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Mais elle l'a pas écrit. Voilà. Et ni un pédagogue ni un savant, dit Bellorini, l'adaptation n'est pas aussi une science exacte. Non, mais c'est sûr qu'il faut renoncer à plein de choses. Il y a quelque chose de l'ordre du deuil. Il faut laisser plein de choses de côté. On ne peut pas, de toute façon. Sinon, j'écris un roman et puis je réécris Chanson douce, mais ça va pas être possible parce que, voilà. Donc, je parle des auteurs morts. Pauline Bale parle du deuil. Leila Slimani, ça va? C'est très gai, la grande table aujourd'hui. Puis vous me mettez Homère, Victor Hugo, Rabelais autour de moi, donc je me sens quand même un peu écrasée. C'est sympa. Non, mais moi, vous savez, je l'ai écrit là dans la petite présentation pour la pièce. Moi, je n'ai aucun instinct de possession vis-à-vis de mes textes, et je n'ai pas du tout le sentiment de savoir ce qu'il y a dedans, ou de pouvoir dire voilà le message, cher lecteur, que je voulais vous envoyer, voilà mes intentions. Mon texte est un mystère pour moi autant qu'il l'est pour les autres, et en réalité, je crois, un peu comme l'a dit Proust, que le lecteur a toujours raison, que le sens du texte n'existe que dans cette espèce de précipité qui jaillit au moment de la lecture. Un livre qui n'est pas lu, c'est comme un livre qui n'existe pas. C'est dans le processus de lecture, c'est dans ce moment justement intime dont on parlait tout à l'heure, que va se passer, que le sens va jaillir. Et donc le sens, il est toujours subjectif. Et je suis persuadée que ce soir, les gens qui viendront voir la pièce n'auront pas tous la même interprétation de ce qui s'est dit sur scène. Chacun aura vécu aussi quelque chose de particulier, d'un peu intime. Donc face à toute œuvre, il y a à la fois un sens global, profond, mais en même temps quelque chose qui ne parle qu'à nous, qui parle à une part de nous complètement irréductible aux autres. Et quand vous êtes allé voir la pièce, hier soir, je crois, pour la première fois, vous y étiez? Non, moi j'y vais ce soir pour la première fois. Oui. Donc je ne demanderai pas ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu. J'y vais ce soir pour la première fois. Très bien. Elle est l'auteur de Réparer les vivants, grande romancière également. Ses textes, ses romans ont été pour la plupart adaptés au cinéma ou au théâtre. Les mots sur cette question de l'adaptation de Maëlys de Kerangal. La question des adaptations, c'est comme celle des traductions, et finalement c'est comme celle de la lecture, c'est-à-dire que l'adaptation elle est émouvante, elle peut vous toucher d'abord parce que elle salue, elle désigne la capacité d'un texte à se reconfigurer ailleurs, dans un autre médium, le cinéma, dans un autre vocabulaire, dans un autre lexique le théâtre ou le cinéma en l'occurrence. Ça, je trouve que c'est assez merveilleux. Après, le corollaire de ça, c'est que votre travail ne vous appartient pas du tout, plus du tout, que ce soit, il est au lecteur, il est à ceux qui l'adaptent et il est à ceux qui le lisent. C'est pas pour ça, si vous voulez, qu'il y a une forme d'indifférence, c'est terminé, je lâche tout, etc. J'aime assez avoir des rapports avec
les lecteurs autant qu'avec les artistes qui ont pu s'intéresser à ce que j'avais écrit. Mais c'est vrai que ça n'est plus à moi. Mais ça rappelle quand même toujours cette histoire incroyable. Écrire, ça se fait à deux. C'est-à-dire même si on est seul pour le faire, écrire induit quand même une forme de présence. Et ce moment où le livre est publié, c'est le moment où l'on peut rencontrer cette présence. Voilà, on est une fois encore dans l'ordre de la possession, de la dépossession, mais aussi du partage, tel que le formule Maëlys de Kerangal, Leila Slimani. Non, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit. Sartre le dit très bien aussi, que le lecteur est une sorte de deuxième créateur. En réalité, c'est lui aussi qui va, comme je disais tout à l'heure, insuffler du sens à votre œuvre. Et je crois que, comme le dit très bien Maëlys de Kerangal, au fond, cette acceptation de la trahison, d'une certaine façon, elle se fait immédiatement à partir du moment où vous prenez votre manuscrit, vous le mettez dans les mains de votre éditeur et que cet objet va devenir un livre qui sera vendu puis lu. Vous acceptez que dans ce partage, que dans le fait de le rendre public, se passe plein de trahisons, mais des trahisons qui peuvent être magnifiques. Et moi, j'adore parfois dans des débats avec des lecteurs qu'ils aient une interprétation du livre qui me surprenne énormément, où j'ai pas du tout le sentiment d'avoir mis ce sens-là, mais si lui l'a vu, c'est que d'une certaine façon, il y est. Donc c'est aussi une manière de célébrer la polysémie et puis la plasticité de la littérature. C'est-à-dire qu'un livre, c'est en fait des milliers et des milliers de livres, plein de livres possibles à l'intérieur du livre, et ça, j'adore ça. Il va y avoir une adaptation cinéma aussi de Chansons douces. Oui, tout à fait. Il y a une grande différence pour vous entre l'adaptation sur les planches et sur grand écran, sur aussi la reproduction de cet espace intime qui est quand même la scène et qui est le cadre de Chansons douces, de ce roman. Sur le plan de la création, je me sens plus proche, par exemple, du travail sur scène parce qu'on a une économie de moyens. Quand on écrit, on a un stylo et un bout de papier, puis on écrit sur scène. Également, c'est pas la même chose. On peut pas tout reproduire, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc c'est vrai que je me sens assez proche de ça. Le cinéma, il y a quelque chose des mesures tout de suite qui n'est pas du tout la même, mais c'est absolument fascinant. Moi d'abord parce que je suis très influencée par le cinéma dans l'écriture, que souvent j'écris des scènes en les imaginant filmées ou dans un film. Donc c'était assez drôle de finalement voir ensuite les images que moi-même j'avais imaginées avant de les écrire. Donc c'était une espèce de mise en abîme assez vertigineuse. Pauline Bell, vous avez bien conscience que en mettant en scène ce texte, cette chanson douce, de ce que l'espace de la scène peut apporter par rapport aux lignes qui défilent, aux pages d'un livre qui se tourne, à ce rapport presque intime que vous-même, vous devez probablement éprouver comme lectrice par rapport à un livre. Oui, moi, les règles qui définissent un plateau de théâtre, les conventions qui régissent cet espace-là, moi, m'intéressent beaucoup parce que je crois que la contrainte, c'est ce qui rend libre, en fait. Et par rapport à ma réflexion sur la mise en scène, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partir d'un livre qui est fait d'idées abstraites. Puis un livre, c'est un objet, mais qui renferme des idées abstraites. Et puis le théâtre, c'est vraiment l'endroit du concret. Il n'y a pas d'art plus concret, de plus pragmatique. Il y a des gens qui transpirent, qui ont chaud, qui portent des choses, etc. Donc, c'est vraiment ce voyage-là qui part de l'abstrait, qui va au concret, qui m'intéresse et me passionne. Et c'est là-dessus que j'ancre ma réflexion de mise en scène, de la mise en scène. Vous dites ça parce qu'il fait très chaud dans ce studio aussi, c'est ça, même chose. Merci beaucoup Pauline Bale d'être passée autour de cette grande table. Je rappelle donc que votre chanson douce est à voir sur la scène du studio de la Comédie Française jusqu'au 28 avril, que ça commence ce soir. Et puis juste un mot pour vous dire que Maëlys de Kerangal, qu'on entendait à l'instant, sera avec nous demain à partir de midi dans la première partie de la grande table, en direct et en public des studios de France Culture au Salon du Livre, aux côtés de Jérôme Ferrari et de Johan Sfar. Rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure avec vous, Leila Slimani, Mars. Rebonjour Leila Slimani. Bonjour. Now is not the time to give up. Ça, ce sont les mots d'Evdokia Romanova, militante féministe russe, qui ont été mises en exergue de ce festival qui se tient en ce moment à Genève. Pourquoi est-il urgent, selon vous, aussi de ne pas renoncer ? Vous savez, là, je viens de passer donc une semaine à regarder ces documentaires, et ce qui est extraordinaire et un peu triste aussi, un peu désespérant, c'est de se rendre compte de l'actualité de tellement de combats contre la mise en esclavage des femmes, des migrants, combats contre les génocides, par exemple celui des Yézidis à travers le documentaire sur Nadia Mourad, combats
évidemment pour les droits des femmes, combat aussi pour la dignité chez tous ces gens qui, aujourd'hui en Europe, en Angleterre, en France ou partout ailleurs, se battent pour leur reconnaissance et pour être traités avec plus de respect et plus de dignité. Donc oui, il y a urgence, comme il y avait urgence avant et comme il y aura sans doute urgence demain, parce que malheureusement, la mise à mal des droits humains est toujours d'actualité et je crois sans pessimisme qu'elle le sera encore malheureusement dans les années qui viennent. Voilà, beaucoup de films qui sont présentés actuellement dans le cadre de ce festival. Vous en avez cité un certain nombre, en tout cas les thématiques abordées. On peut aussi évoquer Les tombeaux sans nom de Riti Pan ou encore Léa Tsemel, avocate, le parcours d'une avocate israélienne dans son combat pour la cause des Palestiniens. On va commencer à ouvrir le rideau qui cache l'écran avec le documentaire de Alexandria Bombach qui vient d'être présenté pour la première fois en Suisse dans le cadre donc du FIFDH. Il fait le portrait de la jeune yézidi de 23 ans, aujourd'hui prix Nobel de la paix 2018. Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh, voix d'un peuple au bord de l'anéantissement. Extrait. And when you think about the men who raped you, what do you want to happen to them? Did you try to resist? Could you tell him no? They killed your mother as well. What happened to the women? What happened to you? Ce ne sont pas les questions auxquelles je veux répondre. Voici les questions que j'aimerais que l'on me pose. Que devons-nous faire en faveur des droits des Yazidis? Que pouvons-nous faire pour que les femmes ne soient plus victimes de guerre? Voilà les questions auxquelles je veux répondre. Voilà, c'est une trajectoire de vie que raconte ce film On Her Shoulders d'Alexandria Bombach. C'est aussi le lourd tribut payé par les femmes yézidis que montrent ces images. Et c'est enfin la pression médiatique qui pèse sur cette figure de la jeune Nadia Mourad que montre ce film. Elle est devenue prix Nobel de la paix l'an passé pour faire changer les choses. Vous pensez, Leila Slimani, qu'il faut des figures héroïques comme elle, des incarnations? C'est pas seulement qu'il faut, c'est que surtout on doit remercier ces figures-là. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui continue à me frapper aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que chaque chose que l'on gagne, notamment dans le combat pour les droits des femmes, chaque chose que l'on gagne, on la gagne parce qu'il y a des femmes, parfois des hommes, qui ont payé ces combats de leur vie. Des gens qui croupissent en prison, des gens qui sont condamnés à des peines terribles, des gens qui font des grèves de la faim. Je voudrais là parler, par exemple, de Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne qui a été condamnée il y a 2 jours à 33 ans de prison, 148 coups de fouet. Une femme comme celle-là, c'est grâce à des femmes comme ça que l'on gagne des combats. Donc ces héroïnes-là, non seulement nous avons besoin d'elles, mais nous avons besoin aussi de saluer leurs combats, de les soutenir, d'être auprès d'elles et de ne jamais les abandonner. Et ces images, ces films vont circuler dans le monde entier. Ils sont aujourd'hui, on peut voir ce film à Genève, mais le film est amené à avoir une portée internationale. Est-ce que dans son pays, est-ce qu'on pourra aussi voir ce film? C'est des questions qui restent parfois en suspens. Vous pensez que le cinéma peut faire changer les choses? Oui, je crois que l'image, elle a quand même une force extraordinaire. Ce film, par exemple, c'est un film extrêmement riche parce qu'il interroge beaucoup de choses. Il interroge les médias et l'espèce d'obscénité parfois que peuvent avoir les médias vis-à-vis d'une figure comme celle de Nadia Mourad. On voit pendant de longues minutes des journalistes l'interroger de manière très précise sur les viols qu'elle a subis. Et donc ça pose aussi cette question, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à l'obscénité pour que les gens s'intéressent à vous? Est-ce qu'il faut raconter jusque dans les détails les viols qu'on a subis pour devenir une icône de la cause féministe et pour pouvoir représenter son peuple? C'est assez désespérant d'une certaine façon ce que raconte ce documentaire. Mais oui, moi je crois que le cinéma peut faire changer les choses, déjà parce qu'il nous informe simplement. Il y a beaucoup de ces documentaires qui parlaient de situations dont je ne connaissais rien ou très très peu, et le fait de pouvoir creuser, passer 1h30 dans ces pays-là auprès de ces gens, écouter les différents points de vue, c'est évidemment enrichissant et puis ça nous indigne, et puis l'indignation elle peut être le moteur après de l'action.
Et au-delà de cette fascination malsaine, parfois collective, de cet attrait qu'on peut avoir à entendre, lire, regarder ces images ou ces récits, il y a aussi à travers elles la possibilité de mettre un visage sur ces situations. On le voit aujourd'hui avec une autre figure iconique d'un autre combat. C'est la jeune suédoise Greta Thunberg pour le climat. Une force de mobilisation à travers cette jeune suédoise qui a lancé son appel tout juste 16 ans. Demain, les jeunes manifesteront un peu partout dans le monde derrière cette voix, celle de Greta Thunberg. Sur le sentiment européen, Leïla Slimani, aujourd'hui, c'est presque la mode d'être contre l'Europe, avez-vous dit à Libération. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Europe ne fait plus rêver? C'est une question que je me pose souvent, mais peut-être aussi parce qu'elle a échoué elle-même à incarner les valeurs qui l'a fondée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas continuer à survivre sans cohérence. Je pense que les valeurs d'ouverture, les valeurs de mixité, les valeurs de cosmopolitisme aussi que l'Europe a voulu incarner après-guerre. Moi, je relis en ce moment beaucoup des textes de Stefan Zweig, des textes qu'il a écrits à la fois juste après la Première Guerre mondiale et puis ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il sent bien que l'Europe ne peut vivre, ne peut exister que si elle est à la hauteur des exigences qu'elle ne cesse de proclamer, que si finalement elle est véritablement cette espèce de phare pour le monde qu'elle voudrait être, en tout cas sur le plan des valeurs. Moi, venant du Maghreb, je me souviens très bien dans les années 80-90, la vision qu'on avait de l'Union européenne, de cette construction. Je me souviens du roi Hassan II qui à l'époque était allé dans le bureau de Jacques Delors avec des architectes et on raconte, c'est pas une légende urbaine, mais bon, après on a rajouté des détails, mais il voulait construire un pont à cette époque entre le Maroc et l'Espagne. Et donc il y avait cette idée d'un territoire qui pouvait s'étendre, et territoire qui serait un territoire des droits humains, justement, favorable aux minorités, favorable à l'ouverture. Ce qu'il en reste aujourd'hui est quand même incroyable, et on a presque l'impression qu'aujourd'hui, l'avenir de la liberté s'écrit plus sur le versant sud de la Méditerranée que sur le versant nord. On va y revenir. Un pont qui aurait enjambé la Méditerranée. Alors, parmi les films sélectionnés et présentés en ce moment à Genève, il y aura Strange Fish de la journaliste Giulia Bertoluzzi, dont le titre s'inspire d'une chanson de Billie Holiday, Strange Fruit. Des images qui ont été tournées dans la ville tunisienne de Zarsis, à la frontière libyenne, et qui montrent le quotidien des pêcheurs en mer, à la fois du secours qu'ils portent malgré eux, ou grâce à eux, aux migrants, jusqu'aux corps flottants qu'ils ont découverts et pour lesquels ils n'ont souvent rien pu faire. Les cadavres, ça ressemble tous. C'est un bout blanche, salée surtout. C'est pas n'importe qui peut enterrer des gens comme ça. Il y a des gens qui ont peur de quelqu'un mort. Moi, je me dis, on peur que de vivants, pas de morts. Parfois, je dis, je vais pas. Mais il y a quelque chose qui me tire et je vais. Et tu te trouves devant un corps, vraiment tu pleures parfois lorsque tu vois des corps. Jusqu'à maintenant, il y a des familles en Afrique qui attendent leur fils, leur père, leur fille. Mais ils sont ici, ils sont enterrés. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Cette Méditerranée que nous montre ce documentaire Strange Fish, est-elle en train de devenir le miroir de l'Europe que vous décriviez, d'une Europe qui n'a plus d'âme, qui ne fait plus corps, qui ne protège plus, qui ne sait plus accueillir aussi? Il y aurait tant à dire sur cette mer. Moi, je crois que cette histoire des migrations, des migrants, c'est la grande tragédie de notre temps, qu'on a du mal à la fois à comprendre, à raconter, mais qui sans doute restera le grand stigmate de notre époque pour les prochaines générations lorsqu'elles verront ce que nous avons fait. Oui, moi j'ai été
toujours très familière finalement de cette histoire parce que je viens d'un pays d'où les gens ont envie de partir. C'est une réalité, même si beaucoup de Marocains, notamment les autorités, n'aiment pas entendre ça. Mais c'est une réalité. C'est un pays d'abord qui est traversé par les migrants africains. Moi, j'ai le souvenir que dans la propriété de ma grand-mère, mes grands-parents venaient à habiter à Meknès. Et un jour, les ouvriers qui travaillaient sur la ferme ont trouvé le corps d'un homme d'Afrique subsaharienne, noir, qui n'avait pas de papier, qui n'avait pratiquement pas de vêtements et qui était mort là de faim. Et personne n'a jamais su d'où cet homme venait, personne n'a jamais su son nom. Donc on l'a fait enterrer, il avait un petit bracelet avec une croix, donc on a supposé qu'il était chrétien. On a trouvé quelqu'un pour l'enterrer, sans connaître son nom, son histoire, sans jamais pouvoir prévenir les gens qui l'aimaient et qui attendaient peut-être son retour. Donc c'est une tragédie absolument atroce que celle de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir changer de vie. Fatima Mernissi, qui est une grande sociologue marocaine, écrivait que lorsqu'on ne peut pas quitter l'endroit où on est du côté des faibles. C'était le cas des femmes dans les harems, le cas des femmes cloîtrées dans une bonne partie du monde. C'est le cas des migrants. Je crois que c'est quelque chose que l'on a en partage et c'est évidemment tragique. Et c'est là où ces pêcheurs tunisiens sont particulièrement émouvants dans ce documentaire, c'est qu'ils vont prêter secours quand ils peuvent à ces hommes, alors que ce n'est pas leur métier. Ils n'ont aucun moyen vraiment à mettre à disposition de ces personnes, mais il y a une forme de solidarité, d'hospitalité aussi qui se crée entre eux. Quand mettrez-vous les sans-papiers hors de chez nous? Vous vous souvenez probablement de cette phrase qui a été prononcée à Verdun à l'automne dernier, interpellé par un ancien combattant. En ces termes, le président Emmanuel Macron répondait: ceux qui n'ont pas de papier et ceux qui n'ont pas le droit d'asile, on va continuer le travail. Il fallait peut-être entendre cet échange pour se rendre compte à la fois de la froideur ou de l'impersonnalité de ce moment. Vous avez-vous déploré la réduction du langage et la simplification de la pensée sur cette question? Ni angélisme, ni diabolisation. Comment essayer de traiter de ce sujet? Comment le penser? C'est d'humanité ou de complexité dont on manque sur cette question pour vous, Leïla Slimani? Les deux, parce que je crois que la complexité, c'est justement la reconnaissance de l'humain. Moi, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'aime tellement la littérature, parce que la littérature, elle fait le pari de la complexité. Elle dit un être humain n'est jamais quelqu'un qu'on peut résumer. Un être humain est toujours compliqué, il est toujours un mystère, il y a toujours quelque chose en lui qui nous échappe. Donc pour moi, c'est une forme de respect que la complexité. Vouloir réduire, vouloir expliquer, vouloir simplifier, c'est bien souvent le fait des régimes les plus durs et les plus fascisants. Quand vous regardez les grands régimes fascistes, ce sont des régimes où on met des cases et puis chaque personne est dans une case selon sa race, son sexe, etc. Donc moi je crois que non, la complexité et l'humanité vont toujours de pair. Mais pour ce qui est de cet échange, là encore, il faut avoir une pensée complexe. Je n'accusais pas du tout Emmanuel Macron de racisme parce que je sais qu'il ne l'est absolument pas et donc ça n'est pas le cas. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que les mots ont une importance et que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de papier qu'ils n'ont pas le droit au respect et qu'ils n'ont pas le droit au respect de leur dignité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on n'a pas de visage, qu'on n'a pas une âme, qu'on n'a pas des difficultés et j'ai très très peur de ça, que dans nos sociétés aujourd'hui, on a l'impression que celui qui n'a pas de papier peut être traité comme portion congrue, voire vraiment être traité comme quelqu'un qui n'existe pas, comme un objet. Donc c'est contre ça que je m'ai élevée à ce moment-là. Et puis les mots ont un poids, les mots ont un sens, les mots ont une utilité. Donc il faut être à la hauteur des mots. Et ces mots, cette lecture de la situation, est-ce qu'elles imprègnent aussi la loi asile-immigration pour vous, qui a été votée à la rentrée dernière? Mais là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette question de l'Europe. Le grand problème, c'est qu'on ne pourra jamais résoudre cette question si on ne s'entend pas. Ça n'est plus du tout un problème, les faits sont là, c'est plus un problème national. Aujourd'hui, c'est un problème qui ne pourra se régler que si tout le monde se met autour d'une table et qu'on arrive à un moment à traiter avec humanité et pas seulement avec pragmatisme et pas seulement en se rejetant la patate chaude les uns aux autres. C'est un problème
problème qui est un problème global et qui d'ailleurs n'est pas seulement un problème européen, qui est aussi un problème turc, qui est aussi un problème marocain, qui est aussi un problème libyen, parce que chacun finalement essaye de négocier là-dedans sa petite part. Les uns sont les gendarmes des autres, donc c'est ce cynisme-là qui est terrible. Et les pays du Sud aussi ont leur mot à dire, parce que ce sont leurs populations qui meurent aussi sur leur rive, donc c'est une problématique beaucoup plus large que simplement voilà, sur le plan national. Une problématique et un diagnostic comme celui du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a alerté sur cette situation des droits des étrangers. Dans son rapport qui vient d'être rendu, il dit que la France mène une politique essentiellement fondée sur la police des étrangers, reflétant une forme de criminalisation des migrations. Ce qui vaut pour la France vaut pour vous, Leïla oui, Slimani, ça vaut pour ailleurs, hein, malheureusement. Oui. Ouais. Sur ces questions-là, il y aurait aussi beaucoup à dire. On peut peut-être essayer de voir ce qui se joue quand même chez nous dans nos frontières. Je reste attachée à ce rapport du défenseur des droits, Jacques Toubon, ce réquisitoire presque annuel contre aussi la politique sécuritaire mise en place face aux troubles sociaux et menaces terroristes. Voilà ce qu'a évoqué Jacques Toubon, qui parle d'un repli sur soi de la France, d'un pays crispé. On le dit de la France aujourd'hui, on pourrait le dire de la Hongrie, on pourrait le dire de l'Italie. C'est un phénomène, là encore, européen. Et on peut revenir aussi à cette mise en cause par l'ONU de la France pour usage excessif de la force, qui va de pair avec ces mots de Jacques Toubon lors des manifestations des Gilets jaunes. On va écouter Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Voilà, la France qui n'a pas tellement l'habitude de se faire taper sur les doigts dans ces conditions-là. Mais, une fois encore, est-ce que tout ça ne reflète pas un climat global ? Oui, je crois. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir dans ce panel de documentaires là que j'ai regardé à Genève. Il y avait d'une part beaucoup de documentaires sur les femmes, les droits des femmes, notamment en Syrie. Il y avait cette Nadia Mourad, la Yazidi, un autre documentaire sur la guerre. Et les documentaires qui se penchaient plus sur le monde occidental, sur l'Ouest, c'était beaucoup des documentaires justement là-dessus, sur ces gens appartenant aux classes ouvrières, aux classes populaires qui se rebellent contre le pouvoir. Sur la police aussi, il y a un documentaire qui s'appelle L'époque, dans lequel cette question des violences policières est à plusieurs reprises abordée. Et oui, bien sûr, il y a ce sentiment d'indignité exprimé différemment selon les pays. Dans certains pays, l'indignité vous pousse à la révolution. C'est ce qu'on appelle le Hougra en Algérie, en Tunisie. Elle vous pousse à prendre un bateau pour aller ailleurs chercher votre dignité. Elle vous pousse dans la rue face à votre gouvernement pour demander à être traité avec plus de respect. Donc c'était assez intéressant et assez stupéfiant de voir finalement les différentes expressions dans le monde de ce sentiment d'indignité. Et les documentaires présentés rappellent pour certains d'entre eux aussi le pouvoir de la culture dans ces situations-là. On ne le répétera peut-être jamais assez. Et on va prendre un autre exemple, celui du documentaire A Northern Soul, nommé Ville de culture pour une année, la cité industrielle de Hull, au nord de l'Angleterre. Le réalisateur Sean McAllister a suivi un magasinier, Le Jour, qui est complètement fan de hip-hop et qui rêve de transformer un vieux camion en Beats Bus itinérant pour faire slammer des enfants des quartiers pauvres de cette cité-ville industrielle britannique. Extrait à voir, on va écouter un extrait, mais on peut voir aussi ce film, si vous êtes du côté de Genève, à Vernier, en présence de Steve, le magasinier, qui sera là ce soir. 4:40 a.m. there goes the sound of my alarm, so I hit the snooze button for about 3 times, dragging myself out of bed, half asleep, half dead, thinking of the 8 hours of shit that I've got ahead. Il y a beaucoup d'enfants pauvres dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent. Alors je veux donner à ces enfants cette chance que je n'ai jamais eue.
Du street art aux musiques urbaines, comme on l'entend là avec Steve, ce magasinier fan de hip-hop, il y a aussi toutes ces cultures qui viennent de la rue et qui bousculent les cultures institutionnelles, la culture presque officielle qu'on peut trouver un peu élitiste. Il n'y a pas d'hiérarchie à faire. L'important, c'est d'être sensibilisé pour vous, d'entrer dans cet grand univers qu'est la culture. Bien sûr. C'est d'être ensemble, parce que la culture, elle permet aussi de rencontrer l'autre, l'autre qui est différent de moi, de par sa classe sociale, de par son origine, par plein de choses. Et puis elle permet de s'émanciper, de nos conditionnements. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement le fils de ses parents, on n'est plus seulement quelqu'un qui appartient à une religion, quelque chose comme ça. On peut d'un coup s'inventer, se réinventer, devenir quelqu'un d'autre à travers des figures qui nous touchent, qui nous plaisent. Dans ce documentaire, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit cette petite ville désindustrialisée, abandonnée, petite ville pro-Brexit, qui pendant 1 an va se remettre à vivre ensemble. Les gens vont se remettre à s'asseoir dans le grand parc pour regarder un spectacle. Des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés vont déposer les enfants des uns ou des autres dans une activité commune. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser au fait que finalement, là, depuis ces derniers mois et tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, toutes ces manifestations, même dans les médias, je trouve qu'on n'a pas tellement parlé de culture et du pouvoir. Même dans le grand aussi. Débat national non plus. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que la culture, elle peut penser beaucoup de plaies. Elle peut permettre aussi de rétablir du lien entre des gens qui ne se parlent plus. Parfois, le dialogue direct est impossible, alors par le truchement d'une pièce, Regardez une pièce de théâtre, on parlait de théâtre tout à l'heure. Moi, ce que j'ai toujours trouvé magnifique dans une pièce de théâtre, c'est que d'un coup, vous êtes avec des gens que vous n'avez jamais vus et vous pleurez ensemble, vous riez ensemble. Et ça vous est jamais arrivé, vous sortez d'une pièce et vous regardez les autres spectateurs et puis vous avez l'impression qu'il s'est passé un truc entre vous, que vous vous connaissez. Et moi, je suis persuadée que la culture est une des réponses à ce qui se passe aujourd'hui en France et à cette difficulté à communiquer et à communier d'ailleurs aussi. Et voilà, peut-être qu'en l'absence de sacré, c'est peut-être la culture qui doit remplacer ça, quoi. Et ce film, Northern Soul, pose aussi la question de ça et de l'accès à la culture. Parce qu'avec ce bus itinérant, la culture va devant la porte oui, voilà, et comme vous disiez, de cultures de qui ne sont pas hiérarchisées. C'est-à-dire que ce petit garçon qui est bègue, qui vient d'une famille très pauvre et qui d'un coup va réussir à chanter, ce qu'il a réussi à conquérir est quand même extraordinaire. De la confiance en soi, le public, d'appartenir d'un coup à sa ville, d'être regardé, c'est très émouvant. Invitée de la grande table de ce jeudi, Leila Slimani, écrivaine, haut représentant aussi, ou représentante personnelle à la francophonie pour la France, nommée par Emmanuel Macron. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Scène Young Adult, le live, Bookroom, Brainstorm, Photobooth, le Book Quiz, bannir le glomiche du Salon du Livre, c'est le sens d'un appel qui est paru dans Le Monde le mois dernier, que vous avez co-signé, Leila Slimani. Est-ce que c'est si grave, vraiment, parler dans ce texte d'une atteinte grave à une culture, à une pensée partagée par près de 300 millions de francophones? Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Oui, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites exagéré, mais non, moi je ne crois pas que ce soit exagéré, parce que je pense que c'est très important quand même, surtout pour un salon du livre, donc pour un salon qui célèbre la littérature, qui célèbre le langage, c'est quand même notre matière de travail. Nous, on est des artisans, et voilà, et au lieu de travailler le bois ou la peinture ou que sais-je, nous on travaille avec ce langage dont on essaye jour après jour de célébrer la richesse, la beauté, la polysémie. Donc je trouve quand même, moi je trouve que ça peut être un peu tragique et extrêmement triste de donner l'impression qu'on n'a pas les mots pour dire. Alors que comme je vous disais tout à l'heure, moi je pense que par les mots, on peut soigner des blessures, on peut changer le destin des gens, on peut respecter l'autre. Donc c'est très important de respecter aussi notre langue, surtout quand on a les mots pour le dire en français. Donc pourquoi utiliser une autre langue? En revanche, je ne me mets pas du tout dans une posture de guerre contre l'anglais que je trouve ridicule. J'adore parler l'anglais, c'est une langue que je trouve magnifique, donc j'ai aucun problème avec ça. Voilà, surtout quand on est donc au Salon du Livre à Paris qui s'ouvrira
s'ouvrira demain. Malgré votre engagement, malgré le grand discours d'Emmanuel Macron, une fois encore au 17e sommet de la francophonie, c'était à Erevan en octobre dernier, et malgré le changement de secrétaire général de l'OIF, on ne comprend pas toujours vraiment ce que la France veut faire de la francophonie. C'est pas que d'abord que la France veut faire, c'est la francophonie, elle se fait tous ensemble. Oui, non, mais là, vous êtes la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, donc un peu la nôtre. Vous êtes notre Madame Francophonie. C'est ça, mais le problème, en fait, c'est que souvent, la francophonie a été vue comme une espèce de bras armé de la France et comme un moyen pour la France d'imposer des volontés. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'on a essayé d'installer avec le président Emmanuel Macron, c'est de remettre un peu la France à sa place, de dire que la France, évidemment, elle a son rôle à jouer, mais elle n'est pas le centre et la centralité de la francophonie, que vraiment on veut faire avec les autres et que chacun défend la langue française avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ses particularités. Donc ça, d'abord, c'est très important. Et alors ça, pratiquement, comment on fait avec les autres ? D'abord, il faut leur montrer notre volonté de sortir de cette vision surplombante et un peu arrogante. Et je crois qu'on a reçu de la part à la fois des pays du Maghreb, de pays comme le Canada, de la Suisse ou de la Belgique, le sentiment d'une certaine satisfaction vis-à-vis de la volonté de la France de mettre en avant d'autres façons de défendre la langue française, de défendre aussi le plurilinguisme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas là seulement pour défendre la langue française, mais le fait que nous devrions parler le plus de langues possible. Dans un continent comme le continent africain, c'est fondamental. Moi, je viens d'un pays, le Maroc, qui est un pays plurilingue. C'est un pays où on parle l'arabe, qui est une langue officielle, mais on parle aussi le français, on parle le berbère, on parle l'espagnol, on parle le hassani. Dans la plupart des pays africains, à partir du moment où vous naissez, vous parlez plusieurs langues. Le roi Hassan II, qui avait beaucoup de défauts par ailleurs, mais disait un analphabète, c'est quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue. Parce que au Maroc, par définition, vous parlez plusieurs langues. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument défendre. Et que la défense du français, la promotion du français ne doit jamais se faire au détriment des autres langues. Au contraire, elle doit toujours permettre de valoriser les autres langues. Donc c'est pour ça que dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Mali, on essaye de tout faire pour que l'OIF aussi soit là pour financer des programmes, pour valoriser les langues locales, pour créer des dictionnaires, des manuels, parce que c'est très important aussi de leur donner et de leur redonner toute leur valeur, toute leur beauté, et de les faire connaître partout. Et donc ça vaut aussi pour la France, parce qu'on a souvent des Bretons qui nous écoutent. Bien sûr, ça vaut aussi pour une défense des langues régionales et de ce patrimoine. Tout à fait, oui, bien sûr. Un patrimoine linguistique. Absolument. Dans les rues d'Alger, comme d'Oran en ce moment, on entend autant de Français d'ailleurs que d'Arabes. Quels sont, vous, les mots et les slogans que vous avez entendus, qui vous ont marqué, ou de quelles aspirations pour vous ils sont le reflet ? Moi, d'abord, je trouve qu'ils ont fait preuve d'un humour absolument extraordinaire. Et là encore, comme vous disiez, moi, je trouve ça magnifique qu'on fasse la révolution dans plusieurs langues. Et très souvent, vous entendez, d'ailleurs, quand il y a des interviews à la radio, ils parlent dans une même phrase, parfois en arabe, en français et en berbère dans la même phrase. Et ça, c'est incroyable, cette plasticité. Moi, évidemment, j'ai été très touchée et très émue par tout ce qui concernait les femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces rues d'Alger, dans ces rues d'Oran. Comme l'a très bien dit Kamel Daoud, une émeute, c'est quand il n'y a que des hommes. À partir du moment où il y a des femmes, c'est une révolution. Et on voyait ces femmes magnifiques avec des pancartes disant qu'il fallait aussi, que cette révolution devait être aussi l'occasion d'une révolution féministe en Algérie, de transformer les lois, de donner plus de place aux femmes dans l'espace public. Donc j'espère vraiment, et je suis optimiste, parce que les féministes algériennes ont prouvé à maintes reprises qu'elles étaient extraordinaires, que ce sera l'occasion pour elles de faire aussi la révolution des femmes. Vous en parlez avec le sourire, il n'y a pas la peur que cette révolution avorte, que cette révolution soit écourtée par un agenda politique qui n'est pour l'instant pas encore aux mains des manifestants? Bien sûr qu'il y a la peur, évidemment. Il y avait la peur aussi en 2011, quand il y a eu les révolutions en Égypte et en Tunisie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que la peur, c'est toujours mieux que cette espèce de mort lente, que cette espèce d'agonie que vivaient ces pays, que ce soit la Tunisie de Ben Ali, que ce soit l'Algérie de Bouteflika. C'était vraiment, on avait le sentiment de pays qui se mouraient sur place, d'une jeunesse qui était confrontée à comme seule possibilité, celle de partir clandestinement ou finalement d'aller dans les bras des islamistes. C'était désespérant. Donc au fond, je préfère cette inquiétude au désespoir
désespoir, parce que dans le désespoir, il n'y a rien, il n'y a même pas d'inquiétude, il y a juste un avenir tout noir. Donc là, au moins, il y a la possibilité de quelque chose, et ça, c'est merveilleux. La force d'une jeunesse en Algérie, mais aussi en France, présentée samedi à 18h30 au Grutli, à Genève. La jeunesse de l'après-Charlie, de Nuit debout à la présidentielle. Elle s'est emparée des nuits, et c'est le parti pris d'un autre documentaire présenté à Genève, L'époque de Mathieu Barrère. Une traversée nocturne pour tenter de mieux entendre, dans le silence de la nuit, les rêves, les cauchemars, l'ivresse, l'oubli, les espoirs de ceux qui ont moins de 20 ans. Extrait. Connaissez-vous le poème de Aimé Césaire qui parle des volcans? Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent, il y a des volcans à la dérive, il y a des volcans ivres. J'ai oublié après. Mais c'est de la balle, hein, Aimé Césaire, hein. C'est un putain de nègre. J'adore ce putain de nègre instruit, mon négro. J'adore ça. Nègres. Ouais, mais Johnny, tu sais ce que je fais en disant ce mot? Je lui retire sa connotation négative que l'homme blanc a voulu lui attribuer en masse. Ça s'appelle contourner le stigmate, mon négro. Ça va être ça ma nouvelle signature, stigmate. Ça frappe, non? C'est intéressant comment les mots vivent et évoluent aussi avec leurs usages. Un mot comme le mot nègre, qu'il était totalement interdit de prononcer, comme le mot race aussi, ces dernières années, notamment en France. Là, il y a une jeunesse, des jeunes qui se le réapproprient pour, comme il dit, contourner le stigmate. Aujourd'hui aussi, on parle des personnes racisées. Donc, on a un langage qui est vraiment en train d'évoluer et qui est à l'image de l'époque et des changements de l'époque. Pour vous, Leïla Slimani? Mais c'est ça qui est magnifique dans le langage, c'est que le langage est toujours plus rapide, toujours plus fort, toujours plus vif que la société elle-même. Nous, on fait toujours que courir derrière la langue. Quand on est écrivain, on se rend compte que la langue, elle va toujours plus vite que nous. On ne fait que la rattraper. Et ça, c'est absolument magnifique. Alors, ce documentaire qui est très, très intéressant, moi, m'a donné un terrible coup de vieux, parce que d'un coup, on ne voit que des gens entre 15 et 20 ans. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'en Algérie, il y a ce mélange de l'arabe et du français. Mais en fait, c'est la même chose, place de la République. Place de la République, vous entendez ces jeunes Français qui parlent et qui utilisent des mots qui sont des mots arabes, qui sont des mots wolof, qui sont des mots de swahili, de plein de langues différentes, et à mon avis qui ne se rendent même pas compte, enfin qui ne savent même pas forcément d'où vient ce mot, qui sont des mots qui sont entrés dans la langue française. Donc cette plasticité, c'est magnifique. Même optimisme chez eux dans ce film, L'époque? Oui, il y a quand même beaucoup d'optimisme. Il parle beaucoup d'amour, il parle beaucoup de famille, il parle beaucoup de passion, et ils ont envie de donner du sens à leur vie, et ils ont envie de vivre ensemble. Il y a cette idée quand même du collectif, de trouver les moyens de vivre ensemble en paix. Il y a beaucoup de questionnements sur la violence. À quoi ça sert la violence? Est-ce que il faut être violent pour obtenir ce qu'on veut, ou au contraire, il n'y a que la paix qui marche? Donc ils se posent des questions très pertinentes et très forte. Merci beaucoup à vous, Leïla Slimani.